Merci mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien que nous décortiquons ici des sujets qui font la une de l'actualité. Alors pour aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de cette question qui défraie la chronique sur le plan national mais également international. C'est ces deals entre la RDC, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. L'opinion se demande, est-ce que les bénéfices de ces deals pourraient bien sûr toucher les sociales de la population congolaise? Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Freddy Mulumba. Il est internationaliste, journaliste de formation, mais quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions internationales et il analyse les faits pour arriver bien sûr à donner des réponses claires et nettes par rapport à la situation qui touche un pays quelconque, même sur le plan africain. Freddy Mulumba, il est également président de l'association La Conscience Nationale des Congolais, autant pour moi. Alors, il est toujours habillé avec son t-shirt qui annonce Holocauste au Congo et non à la balkanisation. Freddy Mulumba, bienvenue. Bonjour, M. Ben. Vous allez bien? Très bien. Alors, d'entrée des jeux, d'abord cette campagne, est-ce que non à la balkanisation de la RDC, elle continue ou bien vous êtes fatigué? Non, mais ça continue parce que je porte les tricots. Oui. C'est très clair, le message est toujours le même. Je pense que ce qui est très positif de voir que le président américain Trump a récupéré, commence à défendre le Congo. Il n'est pas d'accord avec la balkanisation du Congo. Il est contre l'Holocauste des Congolais parce qu'il parle toujours de 8 millions de morts. Il le dit clairement devant tout le monde. C'est la seule personne étrangère, le chef d'État d'une grande puissance qui parle de millions de morts. Donc je pense qu'on a atteint notre objectif. Il n'y a pas que moi, il y a quand même beaucoup de gens. Charles, on a fait tout un livre sur ça et ça a quand même un grand impact. Alors, ça sans oublier ce que les Fonarev fait à Kinshasa sur Génocoste. Même si l'on dit que l'on a fait venir des fausses victimes pour témoigner à la place des véritables victimes. Où c'est? Oui, mais par rapport à ce que Fonarev organise. La question là, c'est ça, moi je dirais, les Congolais, on a un problème. Est-ce qu'il y a eu des morts, il y a eu des Congolais qui sont morts? Est-ce qu'il y a eu des femmes violées? Les faits sont clairs. Mais généralement, ce sont les techniques des ennemis du Congo. Ils veulent discréditer tout ce que les Congolais font. De toute façon, qu'on le veuille ou non, nous le faisons pour notre peuple, pour notre propre mémoire collective. On ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, autrement dit, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Non, ce sont des Congolais qu'on a recrutés et qu'on manipule. Mais un Congolais conscient ne peut pas te dire un tel langage. C'est une diversion. Alors, nous entrons dans le vif de ce magazine. C'est ces partenariats des minerais stratégiques entre la RDC et les États-Unis. En tout cas, c'était avec tambour battant lorsqu'on a annoncé ces fameux deals. Mais à l'heure actuelle, pouvons-nous parler bien sûr de la concrétisation? Oui, je pense qu'il y a un fait, qu'on le veuille ou non, ces deals aura bel et bien lieu. Qu'on le veuille ou non? Qu'on le veuille ou non, ça aura bel et bien lieu. Mais la question qui se pose, pourquoi? Nous faisons pourquoi? Les camps après. C'est parce que il en va de la survie de l'Amérique comme grande puissance face à la Chine. Si Trump signe ces deals, ce n'est pas pour les biens des Congolais, c'est d'abord les intérêts américains, il le dit clairement. Mais si les Américains vont défendre leurs intérêts, vont stabiliser le Congo, ça peut profiter aux Congolais, à condition que les élites congolaises soient conscientes. Donc le problème, ce n'est pas Trump, le problème maintenant c'est nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les Américains disent, ça fait 30 ans que les Congolais sont tués, pillés, à cause de leurs minéraux stratégiques. Maintenant, nous voulons mettre de l'ordre pour que ça profite à l'Amérique,
mais aussi que ça profite aux Congolais, si les Congolais le veulent, parce que c'est à nous de décider si ça peut nous profiter ou pas. Non, il y a des gens qui quittent, qui partent à Washington pour dire non, il ne faut pas signer. Il faut que ça échoue. On paye de lobbying, des lobbies. Ça signifie que ce sont des gens qui sont contre le Congo. Parce qu'un Congolais normal ne peut pas faire ça. Parce que je viens de faire un tour, j'étais au Katanga. Oui. J'étais passé, on était une équipe. On a fait Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. À Lubumbashi, quand je suis descendu de l'aéroport, je regarde, mais c'est comme un village. L'aéroport de Lubumbashi? Oui, mais ça c'est un village. Ça. Mais il n'est pas comparé, parce qu'il y a quand même Ndjili, Lubumbashi, il n'y a pas match. Non, Lubumbashi, quand tu descends, tu regardes, c'est un village. Ah bon? Ça m'a étonné. C'est la deuxième fois que je pars à Lubumbashi, mais c'est pire qu'auparavant. Ah bon? Oui. Et je quitte Lubumbashi, on descend à Likasi. D'ailleurs, à Lubumbashi, on a trouvé sur le tarmac l'avion de Ethiopian. C'était plein de Chinois. Donc dès que tu arrives là-bas, plein de Chinois, pas de Congolais. Donc, ils quittent la Chine, Éthiopie et Lubumbashi, les Katanga directement. Et puis s'éparpillent à travers la province. Donc c'est pour vous dire que partout où nous allons passer, il y avait tellement de Chinois. Les entreprises, 80% sont contrôlées par les Chinois. Mais ce sont des investisseurs. Oui, il y a des investisseurs, mais aussi des aventuriers. Parce que vous ne voulez pas me dire que, par exemple, à Likasi, on nous a dit qu'il y a des casinos tenus par des Chinois. Ouais. C'est partout, hein, Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. Ça brasse des millions de dollars. Des millions. Donc, si vous avez besoin d'argent, vous ne partirez pas à la banque, vous passez par les casinos, on vous donne des millions. C'est ainsi que l'élite katangaise, ceux qui se disent katangaye tout, l'élite est corrompue. Non. Je dis que l'élite est corrompue, il n'y a pas d'élite là-bas. Parce que quand vous regardez la misère de la population, tu vois l'environnement, on peut dire écologique, mais c'est une catastrophe. Donc il suffit, d'abord quand ils sont partis, nous sommes descendus dans Tengue Fungurume, donc dans la mine. Quoi. Ouais. On a regardé de haut, on a vu des étangs, des piscines d'acide sulfurique. Plein. Est-ce qu'on s'imagine la catastrophe avec cet acide qui est gardé dans des piscines en quelque sorte? Est-ce qu'on s'imagine ça? Quelles conséquences sur le plan écologique? Et quand vous décollez, vous montez avec l'avion, donc du Katanga, de Lualaba, de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, ouais. Il n'y a que des trous. Les jours où il n'y aura plus de minerais, où il n'y aura pas de mines, les Katanga seront dans quel état, dans quelles conditions? Et quand je vois des gens venir à Kinshasa, vous dire Katanga, notre Katanga, je suis désolé. Mais oui, bon, vous regardez sur la route quand vous quittez le Lubumbashi, donc prenons à partir de Likasi, jusqu'à Tengue Fungurume, jusqu'à Kolwezi, il n'y a que des cabanes. Des cabanes. En dehors des cabanes, vous avez des usines, des mines. Mais la population est dans une pauvreté incommensurable. Et tout l'argent qu'on reçoit de redevances minières, oui. Les politiciens mettent dans leur poche. Ils font des manifestations à Kinshasa, vous voyez, à Lubumbashi, il a rassemblé 10 000 personnes, 20 000 personnes. Pendant que le peuple qui est considéré malheureux, c'est là où moi impacté par cette exploitation la presse. Est oublié. La presse doit faire son travail, c'est faire des investigations pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais comme la presse aussi est corrompue, voilà pourquoi l'image qu'on donne, ce n'est pas la véritable image. On a des problèmes à Lubumbashi. Quelle presse locale ou bien internationale? Non, je parle d'abord, non, c'est notre affaire, ce n'est pas l'affaire internationale. Notre presse, elle fait quoi? C'est d'abord prendre du recul, donner bonne information à notre peuple et aux dirigeants. Comment arriver à donner cette bonne information lorsque vous n'êtes pas subventionné? C'est aussi ça le problème. Mon cher ami. Les maisons de presse, vous le savez très bien, vous avez été patron jusqu'à diriger même la RTNC, la télévision nationale. Mais les maisons de presse au niveau de la RDC ne sont pas subventionnées, ça vous le savez. Vous faites comment si vous n'êtes pas subventionné? Il faut réclamer.
Qu'est-ce que vous réclamez? Demander des comptes au gouvernement. C'est pas normal. C'est pas normal. Là-bas, c'est la jungle. Celui qui a l'argent s'impose à Lubumbashi aujourd'hui. Voilà ce qui donne raison à ceux qui se disent Katangais de crier haut et fort Katanga Nietu. Parce qu'il y a un pillage systématique. Mais les pillages là... qui est orchestré parce que l'on parlerait même, entre guillemets, de la famille présidentielle, qui serait à la base de tous ces pillages. C'est le discours qu'on tient ici. Qui a vendu les mines? C'était la famille du président Tshisekedi. Il était au pouvoir pendant les 18 ans. Tous les contrats qu'on a signés là, c'est la famille du président Tshisekedi. Ce sont des Katangais qui ont vendu les mines. Vous n'êtes pas au courant? Il faut rappeler ça aux gens. Toutes les mines là, Stenga, Funguru, mais tout ça, qui a vendu? Mais cela ne donne non plus l'occasion au régime actuel de s'en servir. Une autre question. Moi j'étais au Katanga, je t'ai dit qu'il y a des Chinois. Ils sont nombreux. Des aventuriers chinois, ce n'est pas l'État chinois qui les envoie. Ils veulent faire des aventures, oui, avec l'élite katangaise pour faire les mines. Non, l'élite congolaise. Parce que ce ne sont pas seulement des Katangais qui occasionnent ça. Oui. Non, c'est beaucoup plus quand tu dis Katangais, ce sont des hommes politiques. Parce que pour y entrer, il faut avoir un soutien politique. Hein? On ne peut pas réduire tout ce qui se passe au Katanga à la famille présidentielle. Ce serait une erreur. Ah bon? Oui, on ne peut pas réduire à ça. Parce que c'est quand vous lisez l'histoire, vous êtes sur le terrain, vous avez autre chose. Ce n'est pas la famille présidentielle. Là-bas, les Chinois trônent sur les toits. C'est la réalité. Voilà comment elles sont créées des diversions. Hein? Les hommes politiques du Katanga, Katangais et tout, ils créent cette diversion pour rien. Mais ce qui est vrai est que les Congolais, ils sont là pour creuser. Les Chinois ont des usines. Les Congolais n'ont pas d'usines. Hein? Bien sûr. Ah ouais. Donc les usines qui raffinent les cubes sur place sont des usines chinoises ou bien occidentales. Les Congolais n'ont rien. Et les Congolais n'ont pas accès à ces usines directement. Il faut avoir un Chinois qui joue les ponts. Regardez maintenant, au lieu de parler de ça, on crée une diversion, on vous parle, c'est la famille présidentielle. C'est pas vrai. C'est vrai, il y a quand même certains qui font des histoires. Oui, qui abusent. Non, je dis qu'il y en a, on les voit. Ouais. Mais la grande partie, ce qui se passe là-bas, la grande partie, c'est entre les Chinois avec les élites politiques du Katanga. C'est une catastrophe. Le travail des élites, c'est faire des enquêtes, aller sur place, faire un reportage. Ça ne coûte rien. Si on achète 3 billets, nous on a fait le tour jusqu'à Nuturi. Mais ce n'était pas facile, mais on n'avait pas d'argent, mais on a réussi à faire notre coup. Ah, vous avez utilisé vos moyens propres? Exact. Oh. Ce n'était pas facile. Donc c'est pour te dire que quand on veut rendre notre peuple heureux, notre peuple libre, il faut des sacrifices. Et si on n'avait pas consenti le sacrifice, le documentaire qui va sortir au mois de septembre n'allait pas avoir lieu. Ah bon? Donc c'est parce qu'on a consenti. Bon, c'est du lourd. Oui. C'est un travail oui, nous robuste que vous avez réalisé. Oui, non, pas moi. Nous sommes partis avec Régis Le Sommier, qui est un journaliste et reporter de guerre, qui travaille avec Omerta. Ouais. Donc on a fait les tours, on a jusqu'à Nituri. Donc on a fait du bon travail pour la patrie. Je pense qu'au mois de septembre, vous verrez ce qu'on a fait comme travail. Alors dites-nous, avec tout ce que vous évoquez, ce que vous avez vécu dans l'espace Katanga, vous pensez qu'avec les deals entre la RDC et les États-Unis pourrait amener des solutions pour nous éviter bien sûr ces catastrophes que l'on peut appeler ainsi? Deux choses d'abord. Avec les deals américains, nous serons capables de protéger nos richesses, nos minéraux. Nous, Congolais. Nous, Congolais. Parce que l'Amérique vient pour protéger nos minéraux, pour protéger le Congo, mais ils vont prendre les mines. C'est l'Amérique qui a la grande part, qui récupère la grande part. Non, c'est ce que vous dites. Attendons quand le document va sortir, on saura si l'Amérique prend la grande part ou pas. Pour le moment, les gens spéculent. Attendons quand on va signer tous les documents, quand ça va sortir. Hein? Mais il faut que les Congolais sachent, les Américains sont décidés. On va mettre de l'ordre. Je disais, c'est d'abord la sécurité. Deuxième élément, c'est la sécurité juridique. Vous savez, je pense que le président était parti là-bas quand il a été élu.
je pense en 2019, il avait fait un discours pour dire que c'est pas normal que alors là-bas, donc à Kolwezi, qu'il y ait beaucoup de richesses, mais la population est pauvre. Il a même parlé de la situation de l'environnement écologique. Donc, si l'Amérique vient, donc c'est aussi les îles, première chose, donc deuxième chose, c'est la sécurité juridique. Donc, on va revoir tous les contrats léonais. Ça signifie que ceux qui sont dans des magouilles, qui ont eu des carrés miniers gratuitement, qui se sont arrangés, qui se sont corrompus, la loi américaine va s'y mettre. Donc, les Américains ont décidé, toutes les entreprises qui vont travailler au Congo seront sous pas tutelle comme telle, seront jugées sur base de la loi américaine. Ah bon? Oui, c'est très sérieux. Donc, la loi américaine est très claire. En Amérique, on ne joue pas avec les droits, avec la loi. Donc, vous faites une erreur, vous êtes en prison. Donc, pour protéger les entreprises américaines, il faut que la loi américaine soit en vigueur chez nous, mais combinée avec la loi congolaise. Ça signifie que quand vous signez un contrat, il faut qu'il y ait transparence. Pas de corruption. Il faut protéger l'environnement. Tout est mis. Donc, ça va nous aider à corriger les erreurs qu'on avait commises. Ça va nous aider à récupérer nos mines qu'on avait volées. D'ailleurs, l'exemple de ces communes est là. On a renégocié le contrat, on a revu. On a eu à peu près 7 milliards de dollars. Mais si on met sur tous les contrats, pas seulement chinois, tous les contrats qu'on a signés avec les multinationales, avec toutes les entreprises qui sont au Katanga, tout comme au Congo, je pense que l'État congolais va récupérer ces minéraux qui ont été pillés. Donc c'est déjà quelque chose de positif. La deuxième chose, nous sommes déjà sous protection. Protection de qui? Des Américains. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas été capables d'assurer notre protection. C'est parce que vous ne savez pas, vous êtes en face de qui? Le Congo est en face des hommes d'affaires, des globalistes, qui voulaient assez qu'on coupe le Congo en morceaux et qu'on nous pille, qui ont pillé pendant 30 ans. Aujourd'hui, en signant les deals avec l'Amérique, donc d'ailleurs, ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, c'était une façon de nous protéger. Nous sommes déjà protégés par l'Amérique pour qu'on ne vienne pas encore piller. Si vous voulez que les choses fonctionnent, il y a trop de voleurs, vous cherchez les plus grands voleurs pour vous protéger. La vie est faite ainsi. Ah bon? L'Amérique est là, bien entendu, vient prendre et nous protège. Parce sans protection aujourd'hui, je ne pense pas qu'on allait parler du Congo. Mais comment l'Amérique vient nous protéger du moment qu'à l'Est jusqu'à aujourd'hui, l'on continue toujours à tuer nos compatriotes? Mais en quoi sert ces deals? C'est vrai? Je pense que c'est ça que j'ai dit, il faut comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. Cette politique étrangère est très complexe. Vous avez 3 pôles. Vous avez la Maison-Blanche, vous avez le département d'État et les représentations aux Nations Unies. Mais pour le moment, celui qui a les dossiers en main, ce n'est pas le département d'État, c'est la Maison-Blanche. Pour preuve, le président Trump a nommé un envoyé spécial. Sinon, on pouvait demander au département d'État de s'en occuper. On a nommé un envoyé spécial qui est venu ici. Pourquoi il l'a fait? Il sait très bien qu'au niveau du département d'État, il y a des fonctionnaires qui sont proches des globalistes. Okay. Et pendant 30 ans, ces fonctionnaires n'ont rien fait, n'ont jamais parlé du Congo. Ils étaient tous pro-Kagame. Pour mieux faire, il faut que l'État, le département, pardon, la Maison-Blanche récupère le dossier. Donc actuellement, là, celui qui gère les dossiers congolais, c'est Trump avec la Maison-Blanche. Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est au niveau du département d'État. Comment? Ces gens qui étaient habitués à venir au Congo piller avec tous les globalistes, qui étaient pro-rwandais, l'arrivée de Trump menace leurs intérêts. Que faire? Il faut tirer les choses en longueur. Peut-être leur calcul est que Trump n'a que 4 ans. Si dans 4 ans rien n'est fait, ils vont revenir quand on va partir. Donc on tire les choses en longueur, tout simplement. C'est eux qui brouillent les cartes là, parce que ni Kagame ni Museveni n'ont pas la possibilité d'affronter l'Amérique, d'affronter Trump. Ah bon? Non. Ce sont qui sont derrière. Les gens qui ont beaucoup financé la guerre de l'AFDEL, c'était les militaires proches de Bill Clinton, mais les gens qui ont beaucoup investi au Rwanda. Il y a trop d'investissements au Rwanda, d'investissements occidentaux, des globalistes. Le Qatar a investi 1,4 milliard de dollars pour le raffinage de l'or. Or, la loi américaine
quand on va mettre les choses en place, il faudrait qu'on vérifie d'où vient l'or et on les vend à qui. C'est là où ça fait peur. Maintenant, il faut ce que je n'ai pas appelé la résistance. Ils ne veulent pas que le pays se stabilise, qu'il y ait l'ordre. Mais qu'on le veuille ou non, ça aura bel et bien lieu. Il y aura la stabilité. Pourquoi? Quel que soit le temps, ça pourra prendre. J'ai dit, quel que soit le temps que ça va prendre, il y aura l'ordre au Congo et la stabilité. N'oubliez pas qu'il ne reste que plus de 2 mandats, de 2 ans au président Tshisekedi de pouvoir quitter le pouvoir. Ça, vous le savez. Oui, mais vous savez, le problème ici, les gens voient toujours les choses en termes d'individus, en termes de mandats. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un problème d'individu. C'est la survie du Congo en tant qu'État. On devrait se poser des questions, de parler de mandat du chef de l'État, on va aller aux élections. Se poser la question, est-ce que l'État congolais existe encore? Ça signifie qu'il y a des piliers de l'État. Vous avez l'armée, vous avez l'administration, vous avez la justice. Ça, ce sont des piliers de l'État. Importants. Avant de voir d'autres instruments. Mais ça existe toujours parce que l'on dit tout haut, c'est Kabila Joseph Kabange qui a vraiment essayé à stabiliser, à nous laisser une structure véritablement établie de l'État congolais. Oui, mais si c'était stabilisé, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi lui, Kabila, est parti prendre la tête de rebelles? Mais parce que le régime actuel n'a pas voulu coopérer. C'est que vous ne comprenez pas. En fait, tout était fait pour que dans 30 ans, le Congo disparaisse. Les Congos disparaissent. Oui, oui, c'était déjà décidé. On devrait devenir de qui? Freddy Moulumba. Mon cher ami, le Congo a été une construction. On peut le construire. Hein. Okay. Avant 1885, le Congo n'existait pas en tant qu'État. On peut le construire. Donc, ceux qui avaient construit le Congo en 1885 pensaient le déconstruire. C'était ça l'enjeu. Mais il y a toujours ce qu'on peut appeler la main de Dieu. Ils n'ont pas prévu l'arrivée de Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas prévu l'arrivée de Trump. Ça a très bien coïncidé. Félix à Kinshasa, au pouvoir. De l'autre côté, vous avez Trump. Et les deux, je peux dire, ils sont souverainistes. Félix défend les intérêts du Congo. Trump défend les intérêts américains. Donc, ils doivent s'entendre pour que les choses marchent correctement. Pourquoi je l'ai dit? Lors des 100 jours de Trump à la Maison-Blanche, il y a eu la réunion avec ses ministres, ses secrétaires d'État. Il y a l'actuel ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Marco Rubio a pris parole pour parler du Congo. Il a dit, quand ils sont entrés au pouvoir, quand ils ont pris la Maison-Blanche, il y a des lobbies qui sont venus leur dire les cas du Congo, c'est un cas désespéré. Il ne faut même pas en parler. Il faut oublier. Non, pour eux, il fallait diviser. C'est ça la solution pour eux. Ne partez même, ça ne sert à rien d'en parler. Mais Trump, comme c'est un homme d'affaires, il a les fleurs, je vais vérifier. Il a nommé cet homme. Qui c'est Boulos est venu à Kinshasa. Il a vu le président. Pour palper du doigt. Il est parti à Lualaba. Il a passé toute une journée. Ce qu'il a vu, c'est pas ce qu'on lui a dit. Quand vous venez à Lualaba, vous avez les mines à ciel ouvert. Vous regardez comme ça, vous voyez le cobalt. Vous voyez le cuivre. L'homme descend d'abord, je pense qu'il est passé par Kenya. Il a dit Ruto, arrêtez vos bêtises. Il a vu Museveni, il a dit Kagame. Arrêtez cette histoire ici. Et dès qu'il est retourné en Amérique, il a donné le rapport à Trump. On a décidé de régler ces problèmes. Maintenant, ceux qui avaient des intérêts, qui avaient investi au Rwanda, tous ces globalistes ont peur. Voilà pourquoi ils font beaucoup de manœuvres pour que les choses soient tirées en longueur, de façon que Trump se fâche ou bien se fatigue, pour que, quand il va quitter au pouvoir, qu'eux récupèrent la situation en main. Mais ça fait partie de l'histoire de civilisation, de l'histoire des peuples. Ce qui va se passer est que nous allons récupérer nos richesses, ça c'est sûr. Les Rwandais et l'Ouganda, c'est fini pour eux. Et je pense que Kagame
Bientôt, vous entendrez qu'on a changé les régions. Ah bon? Oui. Non, mais parce qu'il n'est qu'au début Le problème, c'est quoi? De son mandat. Je crois le 7e mandat. Vous ne comprenez pas le capitalisme. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Kagame apporte à l'Amérique aujourd'hui? Parce qu'il y a les globalistes qui étaient avec lui. On a pillé pendant 30 ans, on a tué 10 millions de morts, de Congolais. Que beaucoup n'évoquent même pas. Hein. Oui, Trump a évoqué 8 millions. C'est combien de gens qu'on a, comment dirais-je, 10 millions de morts, 8 à 10 millions. Trump en parle. Mais les autres ne veulent pas en parler. Pourquoi? Ils savent très bien qu'il y aura un procès. Qu'on le veuille, il y aura un procès contre eux. Ah bon? Voilà sur le plan international? Oui. Voilà pourquoi on est en train d'attaquer Fonarev par des gens qui ne comprennent pas. Il y aura un procès bel et bien contre ceux qui ont tué les Congolais. Et ça, c'est aux Congolais de demander. Y compris les Congolais qui ont participé à ces massacres. Mais il y a des rapports. Les rapports sont là. Vous vous rappelez, moi-même, j'ai déposé une plainte contre tous ces gens qui ont tué les Congolais à la Cour de cassation. Vous le savez. Maintenant, comme Fonarev a pris les choses en main, je pense qu'il y aura un procès. Ils seront condamnés, ne vous en faites pas. Mais dites-nous, est-ce qu'ils savaient que l'arrivée de ce partenariat entre la RDC et les États-Unis, que la guerre prendrait fin à l'est de la RDC? Si la guerre a déjà pris fin, non. Ce qu'ils font là, vous risquez d'être mal jugé par l'opinion qui vous suit. Non, moi je ne fais pas plaisir. La guerre a déjà pris fin. Je t'informe que je ne fais pas plaisir à quelqu'un. C'est la fin de la guerre. Pourquoi la fin de la guerre? Parce que Trump l'a voulu. Cette guerre, on l'a connue, c'est à cause de Bill Clinton qui était le président américain. C'est lui qui a décidé qu'il y a la guerre l'AFDEL. Ça fait 30 ans. Maintenant, Trump vient, il met fin. Donc, ce n'est pas une guerre d'agression qui est soutenue par la Chine ou bien par la Russie. Ce sont les Américains qui sont à la base de notre guerre aujourd'hui. Il n'y a que les Américains qui peuvent mettre fin à ça. Donc, ils ont décidé, on a dit à Kagame arrêtez, c'est fini. Mais les rebelles continuent, on procède même à la déportation des populations. C'est ce que j'ai dit, que c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Ah bon? Ça aura bel et bien fin. Pourquoi? L'histoire nous aide. D'abord en 2012. Vous vous rappelez? On avait occupé Goma. Oui. Ça a terminé comment? On les a chassés, non? Il y a eu des accords. J'ai dit qu'en 2012, des accords, mais ça n'a pas été respecté. On les a chassés, ils sont partis se réfugier en Ouganda et au Rwanda. Une autre cas d'école, c'est la session katangaise. Beaucoup de gens de votre âge, votre génération ne savent même pas ça. En 1961, Moïse Tshombe, 11 jours après l'indépendance du Congo, avait déclaré la session katangaise. Donc, il a créé l'État indépendant du Katanga. Oui. Il avait la monnaie, une armée, il y avait déjà une ambassade belge sur place, et il y avait la police. Il avait tout. Et pendant cette période, tous les minéraux qu'on exploitait étaient toujours traités à Hoboken, donc en Belgique. Oui. Tout ce qu'on vendait s'entrait dans le compte de l'autre côté, chez les Belges. Mais comment ça a terminé? C'est quand les intérêts américains sont entrés en contradiction avec les intérêts des trusts, des hommes d'affaires, que l'État américain a décidé de mettre fin à la guerre, à la session katangaise. On a demandé à l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies au Congo, on a attaqué, les Américains donnent des moyens, on a attaqué Tshombe et tous les rebelles katangais sont partis se réfugier en Angola. Pourquoi l'Amérique a pris cette décision? Vous savez, c'était pendant la première guerre froide. Pendant cette période, l'Amérique ne voulait pas que le Congo tombe sous contrôle de l'Union soviétique, qu'il y ait un deuxième Cuba en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un compromis. Le compromis, c'était quoi? On casse la session katangaise et de l'autre côté, on liquide le Lumumba et les autres pour que les communistes ne puissent pas s'installer. C'était presque un deal entre les États panafricains, les États africains et les Américains. Lumumba est mort, Dak Major est mort, on a cassé, comment on appelle ici, la session katangaise, et automatiquement, le Congo est revenu sous le contrôle des Américains ou bien de l'Occident.
C'est ainsi qu'un bout a pris le pouvoir. L'histoire se répète aujourd'hui. Les Katanga, pardon, le Rwanda, tous les minéraux qui sont pillés, le coltan qui est pillé à l'est, au nord Kivu, sud Kivu, passe par l'Ouganda, par le Rwanda. Le Rwanda, ça passe par Tanzanie, tout comme le Kenya, et puis ça part Malaisie, Hong Kong et d'autres, donc en Chine. Les Américains n'en veulent plus parce qu'ils sont en compétition avec la Chine. Donc il y a une deuxième guerre froide qui s'installe. Pour le moment, les intérêts américains sont plus menacés, l'État américain, que les intérêts. Donc, les intérêts américains, les intérêts de l'État américain entrent en contradiction avec les intérêts des globalistes. Voilà les problèmes qui se posent à l'Est. Donc quand vous voyez les gens résister, Kagame ne vaut rien. Kagame c'est qui? Un petit pays pauvre, 10 millions d'habitants. Mais il a mis à genoux les Congolais. Il n'a pas mis à genoux, il n'a pas mis les Congolais à genoux. C'est les capitalistes qui étaient à Berlin en 1885. Ce sont les hommes d'affaires, les globalistes, qui continuent à décider sur le sort du Congo. De Bill Clinton, qui était à la base de la guerre, l'AFDEL, qui résiste. Ce n'est pas Kagame. Kagame, c'est un négrier, c'est un porteur de masques. Maintenant que vous avez une autre personne à la Maison Blanche, qu'est-ce que Trump a fait? Il a nettoyé la CIA. Il a beaucoup de gens qui étaient proches des globalistes dehors. Il a nettoyé le Pentagone. Sauf la maison, le département d'État pose problème. Parce que pendant 30 ans, c'était toujours les mêmes qui travaillaient. Maintenant, ils sont en train de changer. Mais ce n'est pas facile. Donc, ceux qui contrôlent maintenant le département d'État, ces globalistes-là, ceux qui en tête, c'est ce qui se passe à l'Est. Vous voyez, hier, on a sanctionné quelques entreprises, quelques rebelles, mais on n'a pas sanctionné M23. Ouais. Ce n'est pas par hasard. Ce sont ces globalistes qui font encore le lobbying au niveau du département d'État. Mais Trump a déjà décidé, parce que le patron de la CIA, le patron de la diplomatie américaine, c'est Trump. Ça aura bel et bien fin. On peut s'entêter ici. Ceux qui disent qu'ils vont récupérer le pays, c'est Trump. C'est terminé. C'est fini. Mais Nanga est toujours, il fait la loi. Joseph Kabila, n'en parlons pas. L'ancien président, mais qui continue bien sûr à faire des lobbying. Mon cher ami, l'Amérique, il faut bien connaître les Américains. Vous savez, on disait, quand Mobutu était fatigué, les Américains sont venus leur dire, Monsieur Mobutu, cède le pouvoir. Mobutu a tenté de résister. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti chercher Kagame et Museveni pour les faire partir. Tous ces gens-là qui font du bruit, qui disent nous sommes de l'opposition, ils seront comme Tchombe. C'est comment on a fait à Tchombe? Vous l'avez dit, Kabila finira comme Tchombe. Il va finir comme Tchombe. Pourquoi? On ne peut pas laisser un nègre avec des milliards. On dit qu'il a beaucoup de milliards de dollars. C'est ce qu'on va faire si les intérêts américains, de l'État américain, sont menacés. Je pense qu'il finira comme Tchombe. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout l'argent, on vous laisse, puis après un temps, on vous liquide. C'est la crainte. Il faut que les gens tirent les leçons du passé. C'est important. Qu'on les veuille ou non. Que les Congolais, tous les Congolais sachent. Avec nous, ou sans nous, il y aura la stabilité ici. Avec vous? Avec nous ou sans nous, il y aura, les Américains ont décidé de stabiliser le Congo. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment les Congolais. Ils le font parce qu'ils doivent défendre leurs intérêts face à la montée en puissance de la Chine. Donc l'Amérique ne veut pas, il veut protéger, sécuriser ces chaînes d'approvisionnement en matière de terres rares, tout comme en matière de minerais stratégiques. Mais c'est que les Congolais ne comprennent pas. Ce ne sont pas vos discussions, on va faire des dialogues, on va s'entendre. Vous perdez votre temps. Non, mais le dialogue interne aide aussi à ramifier les choses. J'ai dit que c'est une erreur. Parce que la plupart des gens... Lorsque vous dialoguez entre vous? J'ai dit ceci, la plupart des gens qui se disent les dialogueurs, là, ils portent des masques. Ah bon? Ils ne font pas de dialogue pour le Congo. Sun City, ça termine comment? Sun City, non? Des dialogues Sun City et tout ça. Mais on est où? 30 ans après. Ça donnait quoi? Zéro. Si nous voulons que les choses changent, il y a 3 éléments importants qu'il faut tenir compte. Il faut refaire l'armée. On est en train de nettoyer. Il faut l'administration. Il faut aussi la justice. Ce qui va sécuriser les Congolais, ce n'est pas les dialogues des politiciens qui vont négocier soit pour leurs propres intérêts, soit pour les intérêts étrangers.
Mais vous allez voir, dès que Trump siffle, c'est fini. Ne t'en fais pas. Ça peut prendre encore une année, mais tôt ou tard, il y aura la stabilité. C'était annoncé à la fin du mois de juillet, mais là, on n'a pas de suite. Et les Congolais sont fatigués. Soyez patients, nous venons de très loin. Ça fait 30 ans que les Rwandais géraient le Congo. Aujourd'hui, les Rwandais ne gèrent plus le Congo. C'est fini. Il y a rupture. Mais les gens qui ont des habitudes, qui ont des intérêts, ne vont pas abandonner comme ça. Nous devons avoir l'attitude de combattants. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Parce que la liberté a un prix. Les promesses, nous pensons qu'on va croiser, on va prier, les autres peuvent faire à notre place. Non. Il faut nous que nous prenions conscience. Non? Les premiers à défendre les intérêts congolais, c'est nous. N'attendez pas les Américains, même pas des Chinois, même pas des Russes. Mais généralement, les élites ici, c'est qu'on ne comprend pas. Ils pensent que les autres viendront défendre nos intérêts. C'est une erreur. Trump l'a dit clairement. Nous venons au Congo pour les intérêts congolais, pour nos intérêts. Point très. Mais tantôt, vous veniez de dire tantôt ici que nous sommes maintenant protégés par les Américains. Exact, oui. Mais là, vous êtes... Il n'y a pas de contradiction. Les Américains ne viennent pas ici pour vous protéger gratuitement. Il y a toujours un prix à payer. Mais comment? Il y a l'échange, non? Ils ne sont pas dans une église. Hein? Ils ne sont pas dans une église. Ça sont les affaires. Quand quelqu'un veut faire des affaires avec quelqu'un, c'est quand il gagne. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, toutes ces prières qui sont faites au niveau de la RDC, particulièrement à Kinshasa, pour que le pays puisse retrouver la paix, donc ces prières sont... Non, moi, je ne crois pas. La paix, on l'aura quand notre armée va chasser les troupes de Kagame et de Museveni. Parce que tout est question de rapport de force. La paix, on en aura quand nous aurons une administration sur toute l'étendue du Congo. Okay. La paix, on en aura quand on aura mis la justice pour protéger notre peuple. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, hein? C'est un travail collectif. Ça signifie que vous, journalistes, faites votre travail, donnez l'information, orientez la population, critiquez ce qui ne marche pas. Les intellectuels doivent produire la pensée. Le problème est que vous parlez bien beau, mais vous avez été à la RTNC. Est-ce que vous avez fait correctement aussi votre travail? Hein? Il y a des histoires, comment on appelle ça? Le secret d'État, il ne faut pas les mettre sur la place publique. Mais l'administration, pour l'imposer dans tous les coins et recoins de la RDC, en tout cas, ça va demander beaucoup de moyens parce qu'il y a des coins où l'on ne connaît même pas que c'est Tshisekedi qui est président de la République. Oui, ça c'est vrai. Quand je suis arrivé à Nuturi, à Bunia, on me rapporte, on est parti vers Aru. Il y a des gens, on pose la question aux jeunes, aux élèves, qui est président du Congo, la RDC. Ils disent Moussé Laurent Désiré Kabila et Museveni. Ah bon? Ouais. Ça prouve que l'information n'est pas arrivée là-bas. Ça prouve que notre éducation, notre ministère de l'enseignement ne fait pas son travail. Les gens font du bruit à Kinshasa. Donc, le travail qu'on doit faire, c'est un travail collectif. Parce qu'ici, je vois tout le monde attend tout du président. C'est inconcevable. Non, mais c'est lui qui doit faire, donner les... non, pour faire cette émission, est-ce que vous avez demandé au président de la faire? Non, moi j'ai fait mon travail. Pour écrire un livre, est-ce que vous demandez au président? Donc, il faut qu'on ait dans notre mentalité ce que je peux appeler, il faut avoir un esprit collectif. Ça signifie que vous avez les présidents qui font son travail en tant qu'homme politique, qui peut négocier, qui peut signer des accords. Vous avez les journalistes ou bien les médias qui doivent suivre de près. Qu'est-ce que le président fait? Critiquer et monter la voie, suivre. Vous avez des intellectuels qui doivent produire la pensée pour aider et les hommes politiques et la population de voir clair, de connaître ce que je peux appeler les enjeux. Et vous avez les religieux qui doivent voir la dimension morale et spirituelle. Mais les drames, c'est quoi? Chacun fait ce qu'il veut, les religieux surtout, qui devraient garantir la morale, la spiritualité. La confusion est générale. Mais je crois que le ministre de la Communication et des Médias fait quand même un travail pour arriver à faire véhiculer l'information afin que tout Congolais, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, qu'il puisse être aidé debout afin de défendre sa patrie. J'ai fait là-bas, j'ai fait le Lubumbashi, j'ai fait Likasi, j'ai fait Kolwezi. La RTNC radio n'existe pas. J'ai fait Bunia. Non, Lubumbashi à la RTNC. Quand on dit il faut avoir du matériel. Ce sont des radios, des télévisions privées
qui sont sur les toits là-bas. Non, Lubumbashi a une station de la RTNC. La station est là, mais n'ont pas de matériel. Ils ont, prenons un exemple au niveau de la radio. Je me rappelle quand j'étais DGAI, j'avais déjà décidé d'acheter un grand émetteur de 10 kW. Pour la RTNC, pour la RTNC Lubumbashi, oui. Mais ça pas été, je ne sais pas si c'est fait maintenant, mais je ne crois pas parce que quand je suis arrivé, je n'ai même pas suivi la RTNC Lubumbashi. Et quand je suis parti en Ituri, l'RTNC radio n'existe pas. Ils utilisent l'émetteur de RFI. C'est chose à vérifier. Hein. Ah bon? Oui, si vous êtes de bons journalistes. La RTNC utilise Abunia. Oui, l'émetteur de la RFI. La RFI, oui. Mais il y a une radio provinciale qui est gérée par la province de l'Ituri. Mais la RTNC n'existe pas. Tu sais, vous savez, les mal chez nous, les Africains, les Noirs, pour être très clair, sont très complaisants. Ah bon? Vous pouvez avoir un cousin, un frère, s'il est voleur, il est voleur. Mais vous n'êtes pas capable de dire ça. Votre frère vole, il est incapable, vous dites non, il est bien. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes un pays trop riche, la population est pauvre. Parce que nous vivons dans les mensonges, dans la flatterie. Il faut que ça s'arrête. Si vous faites les tours à l'est du Congo, non, même à l'ouest, allez demander s'il y a la RTNC existe. Allez demander. Or, quand vous n'avez pas... Je sais qu'au là-bas, la RTNC n'existe que par des noms. Hein. Il y a des agents qui sont payés à la fin de chaque mois. Ah, mais tu le sais toi-même, tu étais sur place. Mais là-bas, où il y a de l'argent, la RTNC n'a pas d'émetteur. Mais quand vous partez à Bondo, à l'est là-bas, donc à l'ouest, il n'y a rien. Or, pour avoir l'unité du pays, construire un État, il faut qu'il y ait un média public qui doit faire circuler l'information. Donc, si l'information ne circule pas de l'État, l'État n'existe plus. C'est ce qui s'est passé à Nuturi. Il y a des coins, les gens, ça fait 20 ans, n'ont jamais entendu qu'il y a quelque chose à de Kinshasa. Et vous êtes journaliste. Hein? Et surtout les gens qui sont tous ces professeurs qui s'occupent de la communication. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble, mettre les points sur la table? Ça ne doit pas continuer comme ça. Parce que sans médias publics, il n'y a pas d'État. Ah bon? Oui. Mais sans médias publics, on voit quand même un bon travail qui est fait pour... C'est les médias publics qui créent l'opinion nationale. Ce ne sont pas des privés. Il y a des éléments importants qui sont à la base de la création, de maintenir l'unité du pays. Vous avez les routes, vous avez les médias. Nous, on n'a ni route, ni médias. Donc le Congo disparaît. Il ne faut pas être complice. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut être très clair. Les spécialistes en communication, tous les profs qui s'occupent de communication ou bien de l'information. Ils ont des masters et tout. Oui, doivent prendre position. D'abord, faire une enquête. Est-ce que les médias publics sont sur toute l'étendue du Congo? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande des comptes au gouvernement. Mais tout le monde sait, il pense qu'en priant, tout va tomber du ciel. C'est une erreur. Il y a des États qui ont disparu comme ça. Le Soudan est où? La Somalie est où? Il faut tirer les leçons des autres. Donc lorsqu'il y a un média public, cela va permettre à ce que l'État soit bien reconstruit. Non, parce que même pour parler bien de ces partenariats entre pour être clair, et les États-Unis, donc les messages devraient être véhiculés. Hein? Non, normalement c'est l'État. Quand le président parle, c'est les médias publics qui doivent relayer le discours du président. Oui, mais nous avons ACP là et... ACP c'est l'écrit, mais au moins la radio joue un rôle important dans les villages. Moi, ceux qui sont au village doivent être au courant. Le président parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il n'y a pas de médias, il n'y a pas de radio. Vous voulez avoir quoi? Des miracles? Voilà la complaisance dans laquelle nous sommes. Au lieu de passer tout le temps à se chamailler pour se partager les postes à Kinshasa, on devrait avoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça, ce n'est pas le travail du président. C'est le travail de tout le monde, intellectuels, religieux, footballeurs, musiciens. Non, vous êtes ailleurs. Hein? Vous parlez seulement à Kinshasa, mais à l'intérieur, là, on ne connaît même pas si vous existez. Donc, faisons un effort. Comme les Américains viennent avec leur deal, ils vont nous protéger sur le plan sécuritaire. Maintenant, nous devons réinventer notre État selon nos propres normes. Parce que nous sommes déjà protégés. J'aime bien quand vous répétez tout le temps, ils viennent pour nous protéger. Oui. Voilà pourquoi nous donnons raison à Macron qui disait que ça fait autant d'années que vous n'avez pas été, vous Congolais, capables d'assurer votre sécurité. Non, je viens de vous dire ici, ceux qui sont à la base de la guerre,
ce sont des gens, des hommes d'affaires qui étaient à Berlin en 1885. On n'était pas encore nés. Les colons n'étaient pas encore nés. Ces gens-là, qui sont en base de la guerre, de l'AFDEL. Mais vous n'allez pas mettre la poitrine, tuez-moi, non. Vous cherchez, vous faites des alliances. Pour le moment, la seule alliance qu'on a eue, c'est Trump. Voilà, il vient nous protéger, mais pas parce qu'il nous aime. Il vient nous protéger parce que nous avons des richesses. Il en a besoin pour lutter contre la Chine. Mais c'est à nous maintenant de profiter de cette situation pour construire notre État. Alors, où se situe le mal? Parce que beaucoup pensent que dans ces deals, les Congo va beaucoup perdre. Est-ce par manque d'information ou bien c'est juste par mauvaise foi? Manipulation. Pendant 30 ans, les Rwandais, l'Ouganda, Kagame et Museveni ont occupé l'Est. Pendant 30 ans, on a pillé, on a volé. Jusqu'à aujourd'hui, on pille les mines de Roubaïa. Qui gagne l'argent? Ce sont les autres, non? Tous les hommes d'affaires américains, les Chinois, tout le monde trouve le compte. Même les pays africains. Trump vient dire non. Nous ne voulons pas qu'on fasse ça. On se met d'accord, on vous protège, mais c'est pour nos intérêts. Mais quand on vous protège, vous cherchez aussi comment faire, non? Macron peut parler. Macron, c'est l'ami de Kagame. Le Rwanda est soutenu par Kagame, pardon, par Macron. Il n'a pas de leçon à nous donner. C'est tout. Il ne faut même pas les écouter. Nous nous battons ici pour notre liberté. Est-ce que vous trouvez normal un pays tout riche comme le nôtre? Regardez la misère là. Regardez la ville de Kinshasa. Un désordre total. C'est vous, intellectuel, qui êtes à la base de ces désordres. Non, non, ce ne sont pas les intellectuels. Il faut dire que il y a ce que moi j'appelle la guerre hybride. Ça signifie quoi? Il y a la guerre militaire que vous voyez là, le Ouganda nous attaque, le Rwanda nous attaque. Mais on a des gens ici dans des institutions qu'on a mis pour brûler les cartes. Ah bon? Oui. Et le président ne le sait pas? La personne la mieux informée. Moi, le président le connaît, le sait. Mais ce n'est pas seulement le problème du président. Pourquoi vous, journalistes, vous ne voulez pas dénoncer? Vous, journalistes, là. Mais vous le savez, lorsque vous commencez à dénoncer, vous avez toute une ribambelle de Mon cher ami, vous devez savoir, vous, la liberté a un prix. Si vous voulez être libre, il faut vous battre. Ah, je dois... Sinon, vous serez des esclaves des autres. Bomber les torses pour que... Non, il ne faut pas bomber les torses, il faut vous organiser. Moi, je vous dis ici, vous êtes dans les médias, mettez-vous ensemble, demandez des comptes. Vous êtes incapable de faire même un reportage quand il pleut et de citer qui est responsable. Vous êtes incapable. Parce que la presse est complaisante, la presse touche l'argent partout. Il faut arrêter avec ça. Nous sommes tous perdants, nous sommes tous perdants. L'avenir n'est pas clair. Les Américains vont venir, je vous assure. Il y a une pensée américaine qui est différente de la pensée européenne. Les Américains ne badinent pas. Ils viennent avec leurs lois. Vous ne les faites pas, on vous met au pas. Ah bon? Il faut déjà se préparer mentalement. Je dis, il faut déjà se préparer mentalement parce que les Américains sont différents des Européens. Et c'est carte sur table. Hein. Actuellement, là, les intérêts américains sont menacés. Donc ces gens-là ne vont plus progresser, selon vous? On va les chasser. Retiens ce que je te dis là. Ah bon? On va chasser tous ces bandits qui sont à l'Est. Vous appelez Joseph Kabila bandit? Mais c'est un mercenaire. Comment est-ce que lui qui était président de la République, pendant 18 ans, va prendre la tête de la rébellion? Il y a un problème. Ce qui est sûr, on va chasser tous ces bandits. C'est fini. Est-ce que tout ce que nous entendons, que l'on veut mettre fin à la vie du chef de l'État, c'est une diversion que l'on veut créer pour détourner l'attention du peuple, ou bien c'est une vérité? Ce n'est pas une diversion. On a arrêté les gens, non? Ils sont en prison. Hein? En fait, c'est ce que j'ai dit, que nous Congolais, on a une difficulté. Nous sommes un grand enjeu. Tu vois, la plupart des politiciens ici, c'est pas pour manger, dormir, avoir une maison. L'exemple est là. Tout le monde construit. Il y a les booms immobiliers. Hein. Tout le monde construit. Et l'argent provient d'où? C'est ça leur objectif. Mais ici, on a besoin de gens qui comprennent. Nous sommes une puissance. Il faut avoir la volonté de puissance et de grandes ambitions. Félix comprend les choses. Voilà pourquoi on veut les tuer. On veut faire un coup d'État. Mais malheureusement, ils ne vont plus atteindre encore Félix. C'est fini. Ah bon? Et il faut que les gens retiennent ça. Les Américains, je sais que les Américains sont déjà là. Et pour tuer un chef d'État congolais, il faut que la CIA soit d'accord. Tu ne peux pas tuer un chef d'État comme ça au hasard. On a tué Mosé Kabila.
c'est avec la CIA. On a tué Lumumba, c'est avec la CIA. Les Moules et les autres, c'est avec les services, avec la CIA. On ne peut pas toucher Félix. Voilà pourquoi tous leurs plans sont toujours démantelés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils comprennent, ils ne vont pas l'atteindre. Ah bon? C'est fini. Freddy Moulumba. Et réalisez l'histoire, comme je vous dis là. Félix sera là jusqu'à la fin de son mandat. Mais après lui, on ne risque pas de... Je ne pense pas. Non, non, il n'est pas... Non, non. Félix sait très bien qu'il va laisser un nom dans l'histoire. Comment le laisser? C'est quand il y aura un État. Vous avez une armée, une administration, une police. Nos enfants partent à l'école. Les Congolais sont indépendants. Et là, on dira, au moins, il y avait un homme d'État au Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a réalisé les rêves de son père. Ah, de son père. Quel que soit le nombre de mandats. J'ai dit, c'est pas question de mandat ici. Si je vous parle de question de laisser un nom dans l'histoire, c'est différent. Oui, mais ça peut arriver qu'il arrive en 2028, mais les rêves ne s'est pas encore concrétisés. Ne voyez pas les mandats, je vous ai dit, il faut réinventer l'État. Mais je pense vous pensez que tous ces opposants, les Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, vont les laisser libres? Ils ne sont pas au pouvoir, ils sont en dehors du pouvoir. Il faut retenir ça. Ils sont en dehors du pouvoir. Mais il va subir également une pression comme l'a subi Joseph Kabila. C'est normal, quand on a le pouvoir, les gens, tout le monde a besoin de venir manger. Mais c'est qui est vrai qu'avant que Félix quitte donc la présidence, on aura un État, une armée, une administration, une police, une justice, une affaire. Donc le Congo sera une puissance. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Parce que ceux qui pouvaient nous créer des problèmes sont les Américains. Ils sont avec nous. Il faut prendre l'histoire du Congo comme... il faut comparer à ce qui s'est passé avec Mobutu. Le Congo était, comment dirais-je, une puissance au cœur de l'Afrique qui devrait contrôler toute l'Afrique centrale. Oui. Maintenant, on a repris notre leadership avec Félix Tshisekedi. Kabila, Kao, FCC, Kao, Kagame commence à pleurer en langue. C'est pas facile. Hein? Merci beaucoup Freddy Moulumba. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Vous avez donné votre point de vue sur ces fameux ou ces deals que les Congolais attendent impatiemment. Ils n'attendent que les jours J pour placer la RDC sous un symbole de paix et de... Non, il faut déjà penser. Moi, je pense que maintenant, c'est la fin de la guerre. Il faut penser il faut déjà commencer à construire. Parce qu'on les veuille ou non. Si au moins, à la fin du mois, ils signent les accords, on va faire quoi? Revenir encore dans des discussions inutiles? Non. Ça, c'est le travail des intellectuels. Voilà le travail des intellectuels maintenant. C'est produire la pensée, faire des analyses, faire des recherches, montrer la voie à suivre. Merci beaucoup. Attendre encore de l'Occident, je ne pense pas que nous serons bénéfiques. Si nous ne le faisons pas, on va nous imposer. Voilà. Là, nous sommes perdants. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.